Courchevel confidentiel. Des récits d'expériences et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Curieuse et volontaire, Camille Maffezzoli s'est installée à Courchevel en 2018 pour laisser libre cours à l'une de ses nombreuses passions, la cuisine. Dans cet épisode, cette infatigable voyageuse et ancienne ingénieure agronome nous raconte comment ses expériences passées lui ont permis d'imaginer un modèle de restauration respectueux de la montagne et de son terroir. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Camille Maffezzoli, restauratrice à Courchevel. Mon rapport à la montagne, en fait, on va dire qu'il était classique quand j'étais plus jeune. Le ski, à Courchevel, on venait tous les ans. Mon premier mot, je l'ai dit ici. On était dans notre appartement familial au Prat et ma sœur jouait dans la neige en bas et moi je la regardais et j'ai dit « Nani !» Voilà, mais ça m'a marqué parce que c'était ici et puis ma sœur c'est une personne très importante pour moi. C'est vers mes 30 ans que là j'ai eu une révélation. Je suis allée courir dans toutes les montagnes que j'avais à ma portée. En France, vers Montpellier, même s'il n'y en a pas beaucoup, j'ai quand même cherché. Ensuite, il y a eu les montagnes de Courchevel en été où j'ai commencé à faire des courses verticales. Je suis même venue à Grenoble aussi. Et puis en Iran, je suis partie faire un long voyage là-bas et c'est un pays montagnard. Donc j'ai rencontré les montagnards et les montagnes d'Iran. Et c'est ensuite que j'ai découvert encore plus la montagne à Courchevel en y vivant tous les jours et permanent. Je ne suis pas originaire de Courchevel, mais c'est un lieu de rencontre ici. Ma sœur y vivait depuis longtemps et en vivant ici, ça m'a permis de retrouver ma sœur et mes parents, mes neveux, toute la famille. Mon lien à Courchevel a évolué aussi au cours du temps. Et en m'installant ici en 2018, en exerçant le métier de restauratrice, j'ai vu Courchevel autrement. Déjà, les homologues de la restauration, leur façon de travailler. On appartient à une catégorie de personnes différentes, donc on a des interactions plus riches, je trouve. Et puis, à Courchevel, l'agriculture. Et c'est vraiment ça ce qui me touche vraiment en plein cœur. C'est ce qui aussi a déclenché mon amour pour le lieu, plus que l'image de Courchevel l'hiver. Moi, ça me touche parce que c'est des personnes très simples, qui ont des métiers très durs et qui travaillent avec les animaux, avec les contraintes du milieu et qui produisent une matière noble, le lait, qui transforme en Beaufort et je trouve ça magnifique. Depuis que je suis rentrée au lycée, j'aime les sciences. J'ai toujours aimé les sciences. Donc après, j'ai fait une université de sciences de la Terre et de la vie à Paris. Mais j'ai bien vite, pour ma part, j'ai compris que je ne pouvais pas faire carrière là-dedans. C'était pas assez appliqué. Et ensuite, j'ai choisi l'agriculture et les sciences de l'ingénieur en agriculture et en agrodéveloppement. Parce qu'il y a une approche scientifique et en plus, l'humain est au cœur des systèmes. Donc, il y a une approche humaine aussi sociale. Donc, je suis partie faire une école à Cergy-Pontoise en développement agricole. Et ça m'a permis de voyager et puis d'aborder la question sociale, sociologique, à travers les produits de la nature et en mobilisant toutes les sciences. Ma famille n'est pas du tout dans le milieu agricole. Mon père était maçon et ma mère l'aidait dans son entreprise. Donc, j'ai pas été bercée là-dedans, mais ça a un sens pour moi. Ça s'est révélé, en fait, avec le temps. Et aussi, à partir des matières agricoles, on les transforme en aliments nobles. La vigne, je pars dans d'autres pays, mais le chocolat, le café. Donc, je me suis rapprochée de ça, naturellement. Je travaillais dans la recherche à l'INRA à Montpellier.
Et petit à petit, je me suis sentie me déconnecter du terrain. Donc c'est un travail très intellectuel. On rédige beaucoup, on enquête, mais j'étais pas actrice du développement. Mais enfin actrice d'une autre manière, en publiant des recommandations dans des projets européens. Donc c'était plutôt dédié aux politiques publiques européennes. Mais il manquait quelque chose pour moi. Donc j'ai décidé d'arrêter et de partir voyager pour découvrir d'autres pays, parce que c'est vrai qu'à la base, je travaillais en développement agricole international. À travers ce périple, je suis revenue en France, sans point d'attache. Je suis venue m'installer ici et je voulais m'installer en agricole, en fait. Je voulais m'installer, être actrice des filières agroalimentaires. Mais c'est compliqué au niveau du foncier, etc. Et puis, c'est très dur, le métier d'agriculteur. Faut pas se leurrer non plus. Il faut être plusieurs, sinon. Et puis, j'étais un petit peu toute seule. Et ce qui me manquait beaucoup, c'est de rencontrer quelqu'un comme Rémi, avec qui je partage toutes les aventures depuis que je suis arrivée et aussi ma vie professionnelle. J'ai rencontré Rémi et on a eu l'opportunité de reprendre un restaurant. Et bon, je ne l'ai pas dit auparavant, mais la cuisine, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Donc, voyant que je ne pouvais pas être ingénieure agro en montagne, ni agricultrice, et ben j'ai fait une autre chose que je rêvais de faire depuis que j'étais petite. Il faut beaucoup d'obstination. C'est vrai qu'on a toujours dit de moi que j'étais opiniâtre, et c'est vrai. Donc je me suis formée rapidement, mais de manière consciencieuse. Ça a été dur parce qu'en fait, on fait toujours les erreurs du débutant. C'est une succession d'apprentissage et d'échecs. D'ailleurs, on étudiait ça quand je faisais de la recherche, c'est les processus d'apprentissage et d'innovation au niveau des agriculteurs. Mais c'est vrai que c'est constant, en fait, c'est récurrent, on apprend, on essaye. Il faut juste avoir une capacité de remise en question assez forte et de réagir vite. Et si on arrive à faire ça, on peut faire ce métier. Il faut aimer aussi, il faut être passionné aussi. La transition, elle a été rude parce que quand on voyage longtemps, on se détache, déconnecte du temps qui passe, donc on prend plus le temps de vivre. Et quand on reprend une activité professionnelle qu'en plus on maîtrise pas, faut retrouver une rigueur et on chronomètre son temps constamment. Et puis en fait, on travaille tout le temps, on n'a plus aucun loisir. Donc c'est pas grave parce que j'en avais profité pendant 2 ans. Donc j'avais fait le plein de bonheur au quotidien, de spontanéité. Et après, j'ai mis toutes ces choses dans ma cuisine, en fait. Mon métier d'ingénieur et ce que j'ai pu vivre et apprendre pendant mes années de recherche, je l'utilise toujours dans la rigueur de l'ingénieur. Je veux dire, d'être précis, d'avoir un sens du détail, de faire les choses en anticipation. Et puis d'avoir une analyse, observer quel est son impact aussi sur l'environnement. Voilà, donc tous les outils, en fait, la boîte à outils de l'ingénieur. Et puis mes voyages, c'est l'inspiration culinaire et l'envie de mêler au terroir savoyard des choses plus exotiques. J'ai un amour pour le café parce que j'ai travaillé dans des productions de café au Pérou. Donc je vais chercher à valoriser le grain de café et savoir d'où il vient dans mon restaurant. Quand on parle de l'Iran, on parle du safran, on parle des dattes, de la grenade, des aubergines et puis des couleurs, en fait. Une autre chose, pour moi, l'Iran, c'est le pays de l'accueil. Vous pouvez venir de France, ils adorent les Français. J'ai jamais été aussi bien accueillie que dans ce pays. Et donc, ce sens de l'accueil, le transmettre aux clients du restaurant. Leur ouvrir les bras et s'intéresser à eux, en fait. Il n'y a pas de café en France, donc je me suis tournée vers le vin comme autre culture pérenne et produit de luxe. De luxe, pour moi, c'est vraiment de qualité, pas forcément accessible aux personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est un produit noble, voilà.
Et puis quand on aime manger, on aime le vin. Même si on le boit pas, je veux dire, on n'est même pas obligé de boire le vin pour l'aimer. On peut aimer au niveau agricole la technicité de l'itinéraire technique des processus et puis de le sentir. Même quand j'étais enceinte, je pouvais respirer du vin sans le goûter. Et puis, c'est une autre manière de parler d'un pays. C'est de parler des gens qui cultivent les terres. Et c'est vrai que même en Savoie, on a des très bons vins. Alors, si j'étais un vin... Alors, j'aime le Bourgogne, mais je ne serais pas un Bourgogne. Je pourrais être un Languedoc, parce qu'il est baigné de soleil, qu'il est fruité, mais il faut un Languedoc qui a du corps quand même. Je suis quelqu'un d'assez nature, je peux être assez direct des fois, donc on va dire que ça c'est le corps du vin. Et j'aime la vie, je suis assez souriante, donc c'est le côté un peu fruité. Et puis pas un vin trop jeune, parce que je commence à avoir de l'âge aussi. Le travail à la Cave des Lys commence très tôt. Au mois de septembre, même avant, on commence à faire notre carte. Donc c'est un travail exploratoire. Chercher de nouveaux produits, chercher des nouveaux prix aussi, des nouveaux fournisseurs, pourquoi pas. Donc on essaye constamment de perfectionner, on va dire, tout ça, la carte des vins. C'est un travail extrêmement intéressant. Prospecter, chercher, rencontrer. Et plus on prend le temps, et plus c'est précis. Et après, la saison commence, et là, on cuisine. On se met en cuisine, on travaille, on essaye d'optimiser aussi, de s'améliorer sur le moment. À Courchevel, beaucoup d'avantages, c'est qu'il y a une clientèle internationale. Donc, on rencontre plein de gens de partout. Là, j'avoue que cet hiver, je sais ce que les Hollandais vont préférer, ce que les Anglais, les Écossais vont aimer, les Belges, les Flamands. Enfin, plein de gens très sympathiques qui ont des préférences alimentaires aussi et de services aussi. Donc, il faut des petits soins avec certains. Il y en a qui nous font des bonnes blagues ou des anecdotes et c'est chouette. Et puis, on va voir les clients et on passe des bons moments. On essaye de garder son énergie. Et puis, d'attirer les gens, de chercher des petites choses qui vont faire qu'ils vont venir chez nous, des petits clins d'œil. Donc après, il y a l'été, donc on ferme la Cave des Lys, on fait une grande fête. On se retrouve avec tous les gens du coin et ça, c'est magique. Ensuite, la Cave des Lys, c'était plus trop adapté pour nous parce qu'on a eu un premier enfant. Et j'avais envie d'être près de ma fille le soir. Une vie de restauratrice est aussi dure que la vie de restaurateur, sauf quand elle devient maman. Là, il y a une différence. C'est vrai que la maman, elle va être dans les premiers âges, elle va être plus présente auprès de son enfant ou de ses enfants. Donc, elle doit avoir 2 casquettes. Donc, ça, c'est un challenge de la vie. On s'adapte. Après, on adapte notre métier à ça. Et puis, les enfants de restaurateurs, c'est génial parce qu'ils viennent sur place. Ils grandissent dans une cuisine. Ça, je trouve ça m'a toujours fait rêver. De voir mon enfant soit grandir dans une ferme, soit grandir dans une cuisine. Pour moi, mais toujours avec l'envie qu'ils grandissent dehors. Donc, rien que ça, de vivre en montagne et d'être restauratrice et maman ici, pour moi, c'est un gage la garantie que mes enfants vont déjà partent avec des bonnes bases. Donc, on a arrêté la Cave des Lys et on avait acheté un petit chalet snack en bois, tout mignon, qu'on a posé en montagne, tout en haut de la Solire en été. Et cette année, on a eu la chance de participer à un projet expérimental, de poser la cabane sur le plateau de Pramervel, à Courchevel, en bas des télésièges de l'Aiguille du Fruit et de Roquemunier, donc entre Morion et l'Altiport 1850. Oui, c'est difficile, mais je parle pas qu'en mon nom, je parle au nom de tous ceux qui travaillent en montagne l'hiver dehors. Donc on est nombreux. C'est juste que nous, on l'a découvert cette année. On est dans un endroit en plus qui est très venteux,
Donc quand il fait -15 et qu'il n'y a pas de soleil et qu'on fait la plonge dehors, c'est difficile. Essayer de se réchauffer quand on a les pieds congelés et cuisiner, c'était vraiment... j'ai retrouvé cet hiver ce que j'ai vécu en haute montagne en approche sportive. C'est la rigueur du climat. Donc on dépasse ses limites. On se dit mais comment je vais faire en fait ? Et on y arrive. On trouve des stratégies donc pour cuisiner des bons plats pour les clients et dans un contexte assez froid. Ce qu'on met en avant, c'est un peu toujours les mêmes choses. Du bon pain, du bon fromage. Donc local, je vais pas trop chercher de fromage ailleurs. Il y a de ce qu'il faut ici. Même si j'adore le brie, les poisses, ça c'est... Bon, le Mont d'Or, c'est pas très loin, on a le droit. Toujours du bon vin. Là, je vais essayer de faire des planches gourmets et de proposer un verre de Pomerol ou de Saint-Émilion grand cru. Mais vraiment, là, on revient de Saint-Émilion avec Rémi et j'ai fait une sélection de vins. Donc ça, et après, des bonnes viandes. En fait, c'est le produit de base qui doit être bon. Après, moi, ce qui vraiment me plaît, c'est les épices. Pas trop fortes, mais j'aime quand il y a un côté exotique, sans que ce soit asiatique. Les épices et le sucré, les chutneys mariés au fromage, des pickles faits maison. Mon projet, c'est de travailler sur de la lactofermentation. Donc, il y a une approche agroalimentaire, en fait, derrière. C'est le process. Cet été, je vais essayer de trouver du lait, de l'acheter, parce que on peut pas élever les bêtes, etc. Enfin, voilà. Acheter du lait et faire des petits fromages. Ou faire des fromages sans lait. Parce que c'est vrai qu'il y a une clientèle pour ça. Pourquoi ne pas essayer ? Là, je me suis dotée d'un barbecue japonais. Donc voilà, on vient prendre des technologies ou des techniques extérieures. Et puis, on va prendre des produits locaux pour les transformer. On va pouvoir fumer une truite de montagne, utiliser du serpolet et faire fumer avec. Voilà, des choses comme ça. Et après, un autre élément par rapport à Courchevel, c'est l'effet d'entraînement. Donc nous, on a une restauration snack cuisinée, mais on n'a pas une cuisine gastronomique. Même si c'est tout fait maison, et c'est frais et c'est local. Mais le fait que Courchevel, ce soit l'excellence professionnelle, le service et puis le renouvellement des animations, de tout ce qui peut intéresser les gens, nous, ça nous tire vers le haut, en fait. Et c'est là que, c'est pareil, en sciences, en sociologie, on étudiait ça, c'est l'entraînement, la concurrence bénéfique, en fait. C'est un cluster. Donc, un cluster, c'est des gens qui innovent et donc les autres doivent aussi innover. Et ça, pour nous, c'est très, très intéressant. Rémi fait du Beaufort l'été, mais l'hiver, on est obligé de se dépasser pour toujours être... je sais pas, ça stimule, en fait. Le Sérac de Rémi, au lait de vache, il est très doux, il est pas sec. C'est une matière brute. On peut le travailler salé ou sucré. On peut garder les grains, on peut le lisser. Le Sérac s'appelle ricotta ou brousse, mais le Sérac tel qu'il est fait au Prat, la fromagerie du Prat, où ils fabriquent du Beaufort, en fait, on récupère le petit lait et on va le faire bouillir. Et on va mettre du vinaigre dedans. En fait, c'est juste pour faire un choc de pH. Et à ce moment-là, des protéines qui étaient solubles dans le lait, donc on ne les voyait pas, deviennent insolubles, elles précipitent. Donc là, on est dans des sciences. Choc de pH, ça précipite. En surface, on va avoir donc un dépôt blanc qu'on va récupérer à l'écumoire et qu'on va mettre dans des faisselles pour que ça s'égoutte. Et en fait, ces protéines, donc, c'est pas du tout des matières grasses. Il y a 3% de matières grasses dans le Sérac. Et donc, c'est des protéines, donc c'est très bon pour les sportifs. Tous les locaux qui font des trails achètent pas de Beaufort, ils achètent du Sérac. Donc moi, après, je le retravaille en mettant de la crème entière à 30% pour que ça donne de l'onctuosité. Mais voilà, le Sérac, c'est ça. Le bon souvenir, les bons souvenirs, c'est que décembre, janvier, février, mars, le soleil arrive de plus en plus tôt.
Les clients arrivent avec le sourire. Enfin voilà, on a des clients qui sont magnifiques, très gentils, contents parce qu'ils ont un rapport humain avec nous. On est simple. Et on a fait un closing en avril et donc il y a eu beaucoup de monde qui est venu. On a DJ Matafan qui est venu, un groupe de rock de Chambéry, Léo Delmo des brasseries des Mousses du Dahu est venu travailler avec nous. Et en fait, on coopère. Il y a la Route des Tomes qui est venue. C'est juste magique. En fait, tout le monde se retrouve. L'amicale Saint-Bonaise, les anciens sont venus, des élus. Enfin, c'était magnifique. On a pris le chaudron au cuivre. J'ai cuit les jambons dedans. On les a fait griller au brasero, les creusets, enfin toute la montagne, quoi. Si quelqu'un venait me voir, un ami, une amie, et qu'il aime marcher, parce qu'il vaut mieux aimer marcher en montagne, je l'emmènerais vers 5h du matin au lac de la Rosière et on monterait en haut de la dent du Villard pour assister au lever du soleil. Ensuite, on marcherait, parce qu'en fait, là-haut, c'est le premier endroit qui a fait que je suis tombée amoureuse de Courchevel. C'est ça, en fait, c'est gravé en moi. Alors peut-être que beaucoup de gens y montent, mais c'est vrai que ça n'empêche pas qu'il y a une relation personnelle et unique entre moi et ce lieu. Et c'est une montagne qui est faite de gypse. Et il y a des entonnoirs à gypse magnifiques, avec des petits écosystèmes uniques, avec des pins en haut. Enfin, c'est des plantes toutes petites. On a une vue superbe sur le Mont Blanc. On pourrait marcher le long des crêtes du Mont Charvet, redescendre, et puis évidemment, après, je l'emmènerai manger sur le plateau de Prameruel, à côté de la cave de Prameruel. Et c'est un endroit aussi unique, car de nombreux locaux ont des souvenirs particuliers avec la cave de Prameruel. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voix, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt!